De vous retrouver dans votre émission Ma famille, ma vie. Ce matin, nous allons parler d'un sujet qui concerne presque toutes les femmes et beaucoup de couples aussi, puisque nous allons parler de la contraception. C'est un sujet qui concerne effectivement tout le monde, mais derrière ces mots techniques et des choix parfois complexes se cachent de nombreuses questions essentielles. Alors, quelle méthode choisir? Quels sont les avantages et les inconvénients de chacun? Comment en parler à son médecin? Dans cette émission, nous allons tout vous expliquer, de la pilule au stérilet, en passant par le préservatif et les méthodes naturelles. Nous ferons le tour de la question et nous recevrons pour cela le professeur Merouch Nawel pour y voir plus clair. Ça sera dans la deuxième partie de notre émission. Et bien entendu, vous pouvez nous appeler au 021 23 98 91. Donc dès maintenant, vous pouvez donc poser déjà vos questions ou laisser votre numéro de téléphone de façon à ce qu'on puisse vous rappeler dans la deuxième partie d'émission. Comme ça, vous pourrez intervenir et avoir des réponses à vos questions. Voilà. Et pour démarrer, comme d'habitude, j'ai le plaisir de recevoir nos chroniqueurs. Bonjour, nos chroniqueuses, pardon. Wided Agabi, bonjour. Bonjour Myriam. Comment vas-tu? Ça va, merci, et toi? Alhamdoulilah, je te remercie donc d'être là. Et ce matin, tu vas nous parler donc des menstruations. Tout à fait, voilà. Le cycle menstruel. Le cycle menstruel. Et avec Lina Deramchi, bonjour. Bonjour Myriam. Ravie de te recevoir aussi. Comme d'habitude. Donc toi par contre, tu nous parleras de la fertilité et des femmes à travers les civilisations. Absolument. Voilà, donc on en saura plus tout à l'heure. Donc avec toi Wided, on va commencer donc tout de suite avec l'avis de l'expert, juste après le jingle. Alors tu vas nous parler donc du cycle menstruel et en fait comment ça se passe, quel est ce mécanisme? Alors, le cycle menstruel chez la femme, c'est l'ensemble des phénomènes physiologiques qui préparent le corps de la femme chaque mois à une grossesse. Alors, en moyenne, il dure 28 jours, mais il peut varier entre 21 jusqu'à 35 jours. Donc, d'ailleurs, on a une vidéo qui peut expliquer un tout petit peu le cycle menstruel et on revient juste après. D'accord, très bien. On va donc voir ça en images. Voilà, on attend un petit peu les images qu'elles arrivent. Donc, exactement. On peut déjà un petit peu planter, alors le cycle menstruel il varie entre 21 et 35 jours. En moyenne, il est de 28 jours. Mais en fait, ce cycle menstruel, il y a deux organes qui sont incriminés dans ce cycle. On a les deux ovaires et on a aussi l'utérus. Voilà. Donc, les ovaires et l'utérus vont justement intervenir pour qu'il y ait un cycle menstruel chaque mois chez la femme. Donc, ça commence à partir de la puberté, ça peut varier à partir de 9 ans, donc pour les filles qui sont, on va dire, les plus précoces. Exactement, donc ça commence à la puberté et ça va justement durer tout au long de la vie jusqu'à la ménopause. Alors, justement, ce cycle menstruel, chez la femme, on a dit qu'il revient chaque mois, donc il prépare la femme le corps de la femme à une grossesse. D'accord, donc cycle court et cycle long, on verra ça juste après le reportage. Justement. Très bien, on regarde. Au cours de la vie embryonnaire, un stock de cellules appelées ovocytes se forme dans l'ovaire.
Le corps humain est fabuleux. Tout à fait. Donc, comme je l'ai dit, il y a deux organes très importants. C'est pour ça qu'on parle d'un cycle ovarien et un cycle utérin. Et le cycle menstruel passe par trois phases importantes. Ce sont la phase pré-ovulatoire, la phase ovulatoire et la phase post-ovulatoire. Et au cours de ces trois phases, il y a plusieurs hormones qui vont intervenir, justement. Et le cycle menstruel, il commence par le premier jour des menstruations ou des règles. Et il va aller jusqu'au jour qui va précéder les prochaines menstruations, les prochaines règles. Voilà, donc, et ça varie d'une femme à une autre? Tout à fait, voilà. Donc, on a dit que ça varie entre 21 et 35 jours. La moyenne, c'est 28 jours. D'ailleurs, pour expliquer, on va prendre l'exemple d'un cycle de 28 jours. Donc, c'est la moyenne. C'est la moyenne. Alors, donc, ça commence par la phase pré-ovulatoire qui va justement commencer par au niveau du cerveau. Donc, au niveau du cerveau, il y a une glande qui s'appelle l'hypophyse qui va sécréter une hormone qui s'appelle la FSH. Celle-ci, elle va aller stimuler les ovaires là où il y a des follicules. Donc, les follicules, ce sont de petits sacs au niveau des ovaires qui contiennent des ovocytes. Cette hormone va les stimuler, va les aider à arriver à une maturation. Ce n'est pas tous ces follicules qui vont arriver à maturité. Il y a en moyenne un seul qui va arriver donc à maturité. Et ce follicule qui va arriver à maturité, c'est celui-là qui va justement expulser l'ovule. Est-ce que c'est juste un seul En moyenne, c'est un seul. Voilà. Donc, généralement, on a un seul ovule qui sera expulsé des ovaires. Donc, dans de rares cas, voilà, qu'on a les. D'ailleurs, actuellement, avec tous les développements de tout ce qui est fécondation in vitro et tout, actuellement, on arrive à prélever plusieurs justement follicules qui contiennent plusieurs ovules. Ça, c'est le développement actuel de la médecine en termes de fertilité. Voilà. C'est vrai qu'on a fait un bond extraordinaire. Exactement, exactement. Alors, donc, ce follicule qui va arriver à maturité, il va encore sécréter une autre hormone. Qui est l'œstrogène. Donc, l'œstrogène, il aura deux rôles. Il va aller au niveau de l'utérus, il va le stimuler et le préparer justement pour l'arrivée des spermatozoïdes et aussi le col utérin. Et il aura un autre rôle, c'est d'aller stimuler, encore une fois, cette glande qui est dans le cerveau pour encore sécréter une autre hormone qui s'appelle la LH. Cette LH, elle va aller justement stimuler l'ovulation. Il y aura ovulation, donc le follicule qui est arrivé à maturité va libérer ou expulser cet ovule qui va aller à travers des trompes de Fallope. Et justement, ce follicule, après l'ovulation, c'est-à-dire après avoir expulsé l'ovule, il va se transformer en corps jaune. Donc, s'il y a fécondation, donc cet ovule à travers les trompes de Fallope, elle va arriver au niveau, cet ovule va arriver au niveau de l'utérus et il y aura fécondation, nidation et à ce niveau-là, au niveau de cette muqueuse de l'utérus, il y aura développement d'une grossesse. Alors, le corps jaune, il a un autre rôle aussi. Alors, c'est quoi encore son rôle? Sécréter l'hormone qui est la progestérone. Donc, et cette progestérone, c'est la troisième phase du cycle, parce qu'on a dit pré-ovulatoire. Ovulatoire, c'est l'ovulation, et post-ovulatoire, c'est à ce niveau-là qu'il y aura augmentation des progestérones au niveau du sang. Et cette hormone elle va servir à quoi, cette hormone? Justement, cette hormone, elle va servir à augmenter la muqueuse de l'utérus, c'est-à-dire il va s'épaissir pour se préparer justement à la grossesse. Voilà. Donc, et cette hormone, si elle est augmentée dans le sang, il y a un signe important chez la femme, c'est une légère augmentation de la température du corps. Donc, d'ailleurs, il y a des gynécologues qui demandent à leurs patientes de surveiller la température, justement pour savoir à quel moment il y a eu ovulation. Et cette augmentation de température va rester comme ça jusqu'aux menstruations, donc jusqu'à l'arrivée des règles. Voilà, donc la progestérone, elle va stimuler, on a dit, l'utérus pour s'épaissir. Elle va préparer cet utérus pour une grossesse. Et s'il n'y a pas eu fécondation, eh ben, cette progestérone, ce corps jaune va mourir, donc il va plus être là et il n'y aura plus de progestérone.
Et à ce moment-là, cet utérus, donc, il sera plus stimulé. Il y aura cette muqueuse qui va... donc, évacuation de cette muqueuse. Exactement, évacuation de cette muqueuse à travers des contractions utérines et ce qu'on appelle justement l'arrivée des menstruations ou des règles. Donc, les contractions utérines chez certaines femmes peuvent donner des douleurs. Voilà, peuvent être douloureuses, justement. Ce n'est pas toutes les femmes qui vont sentir ces douleurs, certaines vont les sentir. Et justement, donc, cette progestérone qui va baisser dans le sang, encore une fois, elle va stimuler cette glande qui est dans le cerveau pour sécréter la FSH et il y aura un nouveau cycle qui va venir donc pour le prochain mois. D'accord. Voilà. Et c'est pour ça qu'il y a une variation d'humeur donc à travers tout un mois pour une femme. Oui. C'est vrai que ces hormones, toutes ces phases, chaque phase il y a une variation, enfin un changement d'humeur chez la femme et d'ailleurs la phase pré-menstruelle, donc la phase post-ovulatoire, c'est cette phase-là qui est, on va dire, il y aura ce changement d'humeur. Surtout, oui. Voilà, là, on le ressent vraiment. Donc, on a une petite déprime, le cafard sans vraiment de raison apparente. Oui. Et en même temps aussi une boulimie. Hein. On a aussi tendance à manger énormément, donc juste avant... En fait, ça varie d'une femme à une autre. Il peut y avoir une boulimie, il peut y avoir des nausées, des vomissements, aussi une dépression, des femmes qui pleurent sans raison. Absolument. Voilà, donc, et cette phase-là, elle peut passer inaperçue chez certaines femmes et elle peut être très sévère chez d'autres. Donc, c'est dû aux variations hormonales et ce changement hormonal qui passe tout au long du mois. Et la femme, donc, on va dire que le corps de la femme, tout au long du mois, il va passer par plusieurs phases. Que ce soit au niveau de l'utérus, je vous ai dit que ça va s'épaissir, ça va encore, il y a une partie qui va être expulsée, puis on va encore une fois, il y aura une augmentation de l'endomètre ou de cet utérus. Donc, ce sont plusieurs phases tout au long du mois. Même aussi des changements physiques. Hein. Il y a aussi le bas du ventre qui est légèrement ballonné. Exactement. Hypertrophie des seins chez certaines femmes aussi. Il y a des femmes qui vont sentir des douleurs au niveau du dos. En fait, ça varie d'une femme à une autre et ce sont des changements. On va dire, c'est des sensations désagréables. Il y a des femmes qui travaillent, il y a des femmes qui sont à la maison, des mamans, des jeunes filles aussi. Voilà, des jeunes filles aussi qui souffrent de ce problème. Elles sont parfois incomprises par l'entourage, malheureusement. Et donc, justement, aujourd'hui, c'est pour ça qu'on en parle. Voilà. En tout cas, c'est vrai que de nos jours, étant donné que c'est très vulgarisé, on en parle, on arrive un petit peu à mieux comprendre. Hein. Avant, peut-être qu'on ne savait pas très bien pourquoi on avait ces sauts d'humeur ou cette baisse un petit peu on va dire de tonus. Maintenant, on le sait. Donc, avec toute l'information et surtout cette vulgarisation, on arrive un petit peu à mieux gérer et à mieux vivre donc, ce phénomène. Exactement, très bien. Donc, le corps humain, il est fabuleux. Exactement. Voilà. On est une machine extraordinaire. C'est ce que je dis. Merci beaucoup, Vided. Merci. Et tout de suite, nous allons passer à Lina Deramchi. Donc, jingle, vitalité et bien-être. Donc Lina, depuis la nuit des temps, la fertilité a toujours été un point crucial dans la vie d'une femme. Oui. Donc, et la contraception aussi. Exactement, la contraception, la fertilité, tout ce qui a un rapport avec la féminité. On en a toujours parlé et si aujourd'hui on en parle beaucoup plus et on trouve des solutions avec la médecine moderne, eh bien avant, les femmes également trouvaient des solutions car on se posait quand même la question. Comment faisaient les femmes avant? Voilà, effectivement, c'est vrai qu'on se pose effectivement la question. Maintenant, on a toute cette panoplie de contraceptifs. Franchement, on a un large choix. Mais autrefois, comment faisaient les femmes? Comment déjà? Allez, on va partir en Égypte. J'aime bien commencer par là. Oui, on va commencer directement par l'Égypte. Alors en Égypte, l'Égypte antique, ça avait un rapport avec les papyrus. Alors d'ailleurs, on a découvert les scientifiques ont découvert que l'Égypte était la civilisation qui a en tout premier documenté sur la contraception. Les précurseurs. Exactement. Et ça avait un rapport, on a trouvé donc toutes ces informations avec le papyrus de Kharoun en 1850 avant Jésus-Christ. Ça remonte à loin déjà. Oui, très très loin. Et dans lesquels on retrouvait que, comme méthode de contraception, ils mélangeaient du miel, de la gomme arabique et ils mettaient également des crottes de crocodile. D'accord.
Voilà. Très bien. Donc, une recette qui marchait, j'imagine. Absolument, oui. Parce que justement, il faisait en sorte d'essayer plusieurs méthodes. Et celle qui marchait, il l'écrivait et la documentait sur ces papyrus-là. D'accord. Et donc, les scientifiques ont découvert et ont prouvé scientifiquement cette méthode qu'effectivement, ça marchait et que c'était bénéfique. Très bien. Magnifique. Oui, oui. Ils utilisaient également des plantes comme la plante d'acacia. Une plante qu'on l'a fermentée également, qui donnait justement des résultats magnifiques pour la femme, notamment pour ses hormones, et ça l'aidait énormément. Donc voilà, ça c'était un peu en Égypte. D'accord. On passe en Grèce. On va en Grèce? Allez, on y va. Allez. Et qu'est-ce qu'ils avaient bien pu trouver comme remède ou astuce? Les Grecs sont très philosophes. Et donc comme d'habitude, ils relient toujours le corps à l'esprit. Alors pour eux, le corps et l'esprit étaient toujours reliés. Et pour qu'une femme soit fertile, il fallait qu'elle soit pure d'esprit, donc automatiquement instruite, qu'elle connaisse certaines choses, et toujours avec une once de philosophie. Bien sûr, il faut bien. C'était leur touche. Et d'ailleurs, on écrivait également, on a retrouvé des écrits où on expliquait qu'ils utilisaient deux plantes qui sont revenues, d'ailleurs qu'on utilise toujours aujourd'hui, qu'on a utilisé nous aussi dans notre civilisation, et c'est la rue et l'armoise. D'accord, oui, l'armoise. Voilà, exactement. Sheh ou le fidjil. Ah, le fidjil aussi, voilà. D'accord. Le fidjil et sheh, et ils ont prouvé justement que ça a donné des résultats parfaits, donc notamment même pour les douleurs de menstruation chez les femmes. Et on les buvait donc en tisane, en infusion, et on faisait en sorte de les boire. Donc lorsque on voulait justement sécréter ces hormones-là, donc avant la grossesse et même lorsqu'on avait nos menstruations. D'accord, donc ça pouvait stimuler même des hormones. Absolument. Extraordinaire. Oui. Et ils utilisaient également donc, tout ce qui avait un rapport avec le lait, donc ils aimaient beaucoup également les huiles. Donc c'était plus, on va dire, un travail interne et externe. Donc ils aimaient prendre soin de leur corps et de leur esprit en même temps. Effectivement, donc en parlant de ça, on sait très bien, Wided, que le côté psychique est aussi très très important pour une grossesse. Donc on va dire une femme qui est bien dans son corps, qui accepte bien donc cette grossesse, c'est clair que ça fera une grossesse harmonieuse avec aussi un bébé donc qui naîtra, on va dire, dans des conditions très favorables. Exactement, même ça a un lien avec la fertilité aussi. Exactement. Oui, l'état psychique, il y a des femmes qui n'ont rien sur le plan organique, elles n'arrivent pas à avoir des enfants, c'est un problème justement. Si on traite le côté psychologique, on les accompagne justement, généralement ça finit par, la grossesse finit par se faire. Voilà. Absolument, bien sûr. C'est une question de croyance et surtout d'état d'esprit. Exactement. Et d'ailleurs, les Grecs, ils utilisaient une plante en particulier qui a disparu aujourd'hui, et c'était le Silphium. Ah, très bien. Alors le Silphium, c'était une plante qui était très bénéfique, qu'on utilisait énormément, alors notamment justement avant la grossesse, parce qu'elle avait des résultats incroyables, mais aussi on l'utilisait pour autre chose. Par exemple, les douleurs dentaires, quand on avait donc un mal de dents, quand on avait par exemple un problème de calvitie. C'était vraiment utilisé pour tout, et d'ailleurs ils l'ont très très bien utilisé au point qu'elle disparaisse. Ah, c'est dommage ça. Oui. Mais elle était tellement utilisée, et d'ailleurs même les scientifiques n'ont pas pu lui donner un autre nom, donc ils ont gardé le nom d'origine grecque, qui est Silphium, et elle a totalement disparu. Donc totalement, c'était une plante qui poussait donc, dans ces environs-là. Ça n'a jamais poussé... elle devait avoir un climat particulier donc, où elle pouvait s'épanouir. Exactement. Et donc, elle a été consommée jusqu'à l'extinction. D'accord, dommage. Donc, perdu pour l'humanité, dommage. Mais dans les autres civilisations, on va découvrir d'autres choses. D'accord, très bien. On va en Orient maintenant? Oui. D'accord. Allons en Inde. Ok. Avant. Ok. Très bien. On va d'abord en Inde. Alors en Inde, comme on a l'habitude de voir, il y a la médecine chinoise et la médecine indienne, donc l'Ayurveda. En Ayurveda, c'était différent, parce qu'il donnait beaucoup d'importance à la fertilité et aux hormones de la femme. Et ils utilisaient la médecine donc, indienne, et dans la médecine indienne, ils avaient également des plantes. Donc ils faisaient tout le temps des infusions à base de plantes, notamment une plante qu'on appelait Shatavari. Elle existe encore celle-là? Oui, elle existe. Ça va, elle a survécu. Exactement. Alors on utilisait le Shatavari, qui était très bon également pour les douleurs de menstruation. On utilisait le Nîmes
une plante aussi qu'on prenait en infusion. Celle-ci, par contre, elle faisait remède en tant que contraceptif. Et le fenugrec, le halba. Le halba, oui. Voilà, on retrouve également utilise encore beaucoup aujourd'hui. Hein. Exactement. Donc, pour dire comme quoi, il y a certaines choses, on a repris le meilleur de tout et puis on a gardé... Voilà, pour dire aussi le travail que faisaient les femmes. Hein, il y a eu cette transmission, surtout, et sauvegardée jusqu'à il n'y a pas très très longtemps. C'est ce qu'utilisaient nos grands-mères et nos arrière-grands-mères. Et ça fonctionnait. Oui, absolument. Donc, preuve, on en a la preuve aujourd'hui. Et donc, ils utilisaient également... donc, bon, ça, c'est plus des croyances. Mais, par exemple, elles aimaient faire des rituels de bain. Donc, de bains de lait et de pétales de rose. Alors, pour eux, c'était très bénéfique. Ça a été prouvé également scientifiquement que le lait était bénéfique après la grossesse. Donc, des bains de lait, c'était très bénéfique après la grossesse. D'accord. Voilà. Bon à savoir. Oui. On va maintenant dans notre culture arabo-musulmane. Donc on va regrouper les pays arabes en règle générale. Et on a ce qu'on appelle la médecine prophétique. Oui. La médecine prophétique, c'est la médecine de notre prophète. Donc Tib Nabawi, qui est très très utilisé jusqu'à aujourd'hui. Absolument. Et donc dans notre médecine prophétique, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qu'il nous disait de mettre en règle générale, c'était du miel et la poudre ou les graines de nigel. Et en fait, on mélangeait ça et c'était très bénéfique pour les femmes. Donc, notamment parce qu'on le sait, chez nous, dans notre culture, la fertilité et les enfants, c'était une bénédiction. Oui, c'était la plus grande richesse de la personne. Et les femmes faisaient toujours en sorte de prendre soin d'elles-mêmes, de prendre soin de leurs enfants et de faire en sorte de protéger cette fertilité qu'elles avaient. Et donc, on utilisait donc beaucoup de miel, notamment le halba, le fenugrec également. On revoyait la plante de nigel aussi, qui était utilisée. Et donc, la plante de nigel... Et qui donne des résultats extraordinaires. Exactement. Le nigel aussi, oui, effectivement. On trouvait également un remède qu'on prenait, un mélange de dattes et de lait de chamel. D'accord. Ouais. Oui. Les dates, et on en parle, hein, en parlant du lait de chamel, c'est un lait qui a énormément de vertus. Hein. Absolument. Voilà. Et donc les femmes, elles prenaient ça donc soit avant la grossesse ou après, elles prenaient ça et c'était comme un pansement, comme un remède. Ça réchauffait le cœur, surtout lorsque le lait était bien chaud et sucré avec les dattes. Effectivement, oui. On revoyait également les hammams qui étaient très bénéfiques aussi parce que c'était bénéfique, donc comme on a dit tout à l'heure, pour leur état d'esprit, pour leur mental, le fait de se retrouver avec d'autres femmes, d'en discuter, de discuter de leur corps, de ce qu'elles aimaient faire, des remèdes qu'elles faisaient surtout. Exactement, se faisait là aussi la transmission. Exactement, c'est là où elles se donnaient les petites recettes, les petites astuces. Voilà, on retrouvait également quelques petites tisanes, on va dire des recettes de grand-mère. Par exemple, on retrouvait le persil et l'armoise. Alors le persil et l'armoise, donc ça provoquait les menstruations. C'était pris justement comme de méthode de contraceptif. Et donc on buvait ça justement pour provoquer nos règles. D'accord, en cas de grossesse non désirée. Exactement. D'accord. Et on retrouvait également des tisanes à base de menthe sauvage et de sauge, qui étaient également très bénéfiques pour les douleurs des règles également. On les prenait, on les donnait aux femmes et ça donnait des résultats. Donc tout ce que je vous dis aujourd'hui, je me suis documentée, c'est prouvé scientifiquement. Effectivement, oui. Pour la sauge, donc, il y a un très beau proverbe donc, qui dit qui a de la sauge dans son jardin n'a pas besoin de médecin. Exactement. Voilà, ça vraiment, ça soigne tous les maux, c'est bénéfique pour tout. Voilà. On va passer en Chine. Oui, on va aller en Chine. Alors en Asie, en Chine, c'était un peu plus différent. Ils se connectaient moins aux plantes et allaient plus vers la médecine. C'est là où on a découvert le MTC, donc la médecine chinoise, et tout ce qui avait un rapport avec l'acupuncture. Alors les femmes faisaient énormément d'acupuncture et elles avaient également retrouvé l'armoise, elles buvaient également donc shih, elles faisaient des tisanes à base d'armoise également, utilisaient des plantes propres à eux aussi, mais se concentraient plus sur le flux énergétique. Donc pour eux, ça avait un rapport avec l'énergie. La fertilité, la féminité, tout ce qui avait un rapport avec la grossesse, automatiquement avait un rapport également avec l'énergie féminine. Et donc, un esprit sain dans un corps sain. Exactement. On y revient toujours. Absolument. Et donc tout ce qu'elles faisaient, c'était prendre soin de leur corps, notamment grâce à la médecine chinoise, où on a trouvé plusieurs ressources. On a également trouvé, donc ça a été prouvé scientifiquement, et aujourd'hui encore, on en parle des bénéfices et des bienfaits de la médecine chinoise, et ça a apporté ses fruits.
Donc, voilà, très bien, en tout cas très très bien. Des méthodes aussi qu'on retrouve chez nous, aussi en Algérie. Peut-être que ça s'est un petit peu perdu, on va dire, ces dernières décennies, mais autrefois. Donc le bain du bébé, c'était un rituel, le bain aussi de la maman qui vient d'accoucher. Donc il y avait tout un bain, tout un rituel qui se faisait autour de ça. Et en même temps aussi, donc, il y avait les 40 jours où la maman était chouchoutée, choyée. Et on retrouve ça même aussi au Japon. Donc il y a ce rituel des 40 jours de la maman qui vient d'accoucher, donc où elle ne fait absolument rien, où tout le monde est aux petits soins avec elle. Et d'ailleurs, ça se ressemble justement au Japon. C'est les mamans, donc les mamans des filles, qui viennent rester avec elles donc pour faire les tâches ménagères et cuisiner. C'est un peu comme nous. C'est un peu comme nous. Donc 40 jours, elle ne bouge pas, elle ne fait rien. C'est très important. Parce que le repos, en fait, j'imagine que ça évite déjà un burn-out. Exactement. Le côté psychologique après la grossesse, le postpartum, c'est une période la femme, elle est très vulnérable sur le côté psychologique, et la présence de ses proches et les personnes qu'elles aiment à côté, ça va l'aider justement à surpasser cette période. Effectivement. Donc il y avait vraiment le repos du corps et le repos de l'esprit, c'est cette tranquillité qu'il y a tout le monde autour de nous et que tout va très bien. Exactement. Très bien. En tout cas, merci beaucoup. C'était un plaisir. Merci Lina. Donc pour ce voyage à travers les civilisations. Et tout de suite, on revient après ces images pour parler donc de notre thématique, les contraceptifs.
retour sur notre plateau, vous êtes dans votre émission Ma famille, ma vie. Comme je vous l'avais annoncé, nous allons parler des contraceptifs. Il existe une grande panoplie donc de nos jours de contraceptifs et on va savoir lequel choisir et surtout donc comment vivre, comment préparer sa vie à prendre, on va dire, ces contraceptifs, si bien entendu pour un couple qui n'a pas envie d'avoir énormément d'enfants. Et pour en parler, comme je vous l'avais dit, j'ai le plaisir de recevoir professeur Merouche Nawel. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Merci à vous aussi pour l'invitation. Merci. Donc vous êtes chef de service au EHC Mère-Enfant à Tipaza. Exactement. Voilà. Donc on parlait donc de contraceptifs. Quels sont les critères à prendre en compte pour choisir le meilleur contraceptif pour une personne? Alors déjà, il n'y a pas un meilleur contraceptif en réalité. On a un contraceptif adapté à chaque personne et à chaque couple. Alors déjà, la contraception, c'est un désir d'espacement des naissances et ça doit être une méthode qui doit être réversible. Ça veut dire qu'on choisit à un moment donné d'espacer les naissances pour en avoir à un autre moment qui va être propice pour l'agrandissement de la famille. Alors la contraception, il y en a plusieurs. Il y a la contraception de longue durée. Est-ce que actuellement l'OMS et beaucoup de pays préconisent? Longue durée, ça veut dire qu'on prend déjà pour un moment assez prolongé, c'est une contraception qu'on va avoir sans renouvellement chaque mois par exemple. Les contraceptions longue durée, on a le stérilet, oui, le dispositif intra-utérin, on a l'implant. L'implant, c'est une hormone, c'est un microprogestatif qu'on va se mettre au niveau du bras, qui aura une durée de 3 ans. Alors que le stérilet, il y en a des stérilets à 5 ans, il y en a des stérilets à 10 ans. Ça existe même des stérilets qui peuvent aller, dont la durée peut aller jusqu'à 10 ans. Et on a les progestatifs injectables, mais dans notre pays, on n'en a pas. C'est-à-dire, nous, on dispose du stérilet et de l'implant. Juste avant qu'on commence un petit peu à parler donc, un peu plus spécifiquement de chaque contraceptif, on va parler de quel est l'intérêt d'espacer les naissances? Oui, là c'est une question qui est très très importante parce que espacer les naissances en dehors du fait de vouloir organiser la vie et la famille dans son nombre, il y a aussi une question de santé pour la mère et pour l'enfant qui va venir après. La santé de la mère dans quel sens? Après une grossesse, une femme, elle va quand même diminuer en réserve de nutriments essentiellement. C'est essentiellement les réserves en fer et les réserves en calcium, les réserves en vitamine D. Et ça, c'est très très important de renouveler ces réserves-là avant d'entamer une deuxième grossesse. Ça, c'est déjà pour la mère. Et quand on est déjà en déficit en fer, parce qu'avant d'avoir une anémie, on est d'abord en déficit en fer, on est très fatigué, on a des problèmes de cheveux, on a même notre cœur qui commence un petit peu à être fatigué par ce manque de fer. La vitamine D, c'est la même chose, avec une susceptibilité aux infections qui devient importante, une immunité qui ne va pas être très très bonne. Le calcium, avec aussi ce capital calcique qui est très important, parce que la femme est sujette, après plusieurs grossesses, à avoir un capital osseux qui ne va pas être très bon avec l'âge et avec l'âge avoir une ostéoporose. Donc l'intérêt d'espacer, ce n'est pas déjà lié à l'âge. On va dire ah oui, je suis jeune, j'ai 23 ou 24 ans, je vais avoir mes enfants un derrière l'autre rapidement. Ce n'est pas une bonne idée, que ce soit pour la maman ou pour l'enfant. Exactement, c'est une question on a besoin de renouveler ses réserves pour entamer une autre grossesse. Ça, c'est pour la mère et ça n'a rien à voir avec l'âge. Parce que même si on est très jeune, on a besoin de renouveler les réserves. C'est pas que la femme âgée qui ne va pas avoir des réserves qui vont être bonnes. Pour l'enfant, ça aussi, c'est très important. Parce que la femme, après la grossesse, elle va allaiter. Oui. Et l'allaitement maternel est primordial. On sait très bien maintenant que l'allaitement maternel a énormément de bienfaits pour l'enfant, pour sa santé physique et sa santé mentale ultérieure. Mais si maintenant, elle a une grossesse juste après, déjà, elle va le priver de cet allaitement. Oui. Et s'il y a certaines femmes qui continuent à allaiter en ayant une grossesse, ça veut dire qu'elle va donner de ces nutriments pour encore 2 personnes. Oui. Et ça, c'est quand même
pour sa santé elle-même, c'est pas bon. Et surtout, ce qu'elle ne sait pas, que si elle entame une grossesse alors qu'elle est en déficit de fer et un déficit de calcium et de vitamine D, est-ce qu'elle va avoir? Elle aura un risque d'avoir un bébé de petit poids de naissance, un hypotrophe. Il y a un grand risque de prématurité avec toutes les conséquences de la prématurité. Et aussi, ça va être, quand on est en déficit de nutriments, il y a un risque pour l'enfant à naître d'avoir des infections néonatales avec une augmentation du taux de mortalité néonatale. Ça veut dire que cet espacement des naissances est important et pour la santé de la mère, et pour la santé de l'enfant qui va venir, ça sans parler de tout le côté psychologique parce qu'une pour l'enfant déjà qui est là, c'est encore un tout petit bébé. Il est tout petit, il a besoin de beaucoup de soins et elle aussi, elle doit dormir pendant les premiers temps de la grossesse. Absolument. Comment elle pourra le faire avec un enfant qui est juste un petit bébé. Ça, c'est toute l'importance de l'espacement de naissance. Professeur, voilà. on va voir ensemble donc un reportage et on continue juste après. Donc c'est un reportage de Hamid Erbouh. On regarde et on revient juste après. Alors, on reviendra juste après, donc le temps que le reportage soit prêt. Donc, existe-t-il une méthode de contraception qui convient à tout le monde? Par exemple, très souvent, on se dit « Ah tiens, on discute entre amis, on se dit « Ah oui, je prends cette pilule, elle est bonne pour moi, mais en tout cas, elle me va bien, elle me convient. Est-ce qu'elle me conviendrait à moi aussi ?» Non, pas du tout, parce que... Ça ne marche pas comme ça. Non, ça ne marche pas comme ça, parce que ce qui convient à une personne ne conviendra pas systématiquement à l'autre, parce qu'on n'a pas le même métabolisme, on n'a pas le même corps, on n'a pas les mêmes facteurs de risque à une maladie par rapport à une autre. Chacun de nous a un facteur de risque particulier que l'autre n'a pas systématiquement. Chacun de nous a des antécédents médicaux que l'autre n'a pas systématiquement. C'est pour ça que c'est pas bien d'aller voir ce que prend la voisine ou la copine et le prendre directement. La contraception, on doit systématiquement partir chez un médecin, que ce soit un gynécologue, que ce soit un généraliste, mais aussi la sage-femme. La sage-femme est bien formée pour donner de la contraception, et parce qu'elles sont dans les centres de planning familial, et c'est un coaching en réalité, c'est vraiment le personnel de santé qui va vous proposer une contraception, il va répondre à une attente. On n'impose pas une méthode contraceptive, on propose une méthode, c'est du consulting, c'est exactement ça. On propose une méthode et on va voir celle qui va convenir le mieux, parce que là, on ne parle pas d'une maladie, on ne traite pas. Là, exactement, on aide un couple à espacer des naissances. Très bien. Alors, le sujet est prêt. On va regarder le sujet de Hamid Erbouh et on revient tout de suite. Dans le monde entier, l'utilisation croissante des méthodes contraceptives pour espacer les naissances a entraîné une réduction de la mortalité maternelle et infantile, une amélioration des conditions socio-économiques et une augmentation de la scolarisation des filles et des femmes. L'utilisation de la contraception aide les femmes et les couples à décider librement et de manière responsable d'avoir des enfants. Le choix de la contraception doit être adapté. Ce qui est bon pour une femme peut ne pas être la meilleure pour une autre. Les prestataires de soins de santé peuvent aider une femme à choisir la meilleure méthode contraceptive en tenant compte des caractéristiques psychologiques et physiques de la femme. On distingue les méthodes de contraception dites permanentes et à longue durée d'action, comme la stérilisation, le stérilet et implant, et des méthodes plus ponctuelles comme la pilule, le préservatif et l'injection hormonale. Les méthodes de contraception les plus utilisées sont la stérilisation féminine, le préservatif, le stérilet, la pilule, les injections et les implants. Il y a aussi les méthodes traditionnelles comme la méthode du calendrier pour identifier le début et la fin de la période de fertilité. En plus des facteurs socio-démographiques, l'information et la sensibilisation sur la contraception moderne et l'adhésion des conjoints sont des indicateurs à prendre en compte pour cibler les interventions en santé publique
en Algérie. Voilà, de retour sur notre plateau. Donc, quelle est la méthode de contraception la plus efficace? Alors, j'avais déjà parlé tout à l'heure des méthodes de longue durée en parallèle avec les méthodes de longue durée, il y a la pilule œstroprogestative que tout le monde connaît. Oui. L'efficacité de la pilule, de la contraception, de la méthode contraceptive, elle est évaluée grâce à ce qu'on appelle un indice de Pearl. L'indice de Pearl, c'est quoi? C'est le nombre de grossesses involontaires qu'il y a eu après la prise d'une méthode contraceptive chez 100 femmes, par exemple. Alors, je m'explique. Oui. Par exemple, si on prend l'implanon. L'implanon, c'est une méthode contraceptive. Vous la mettez dans le bras et elle va délivrer dans le corps tous les jours un petit peu de microprogestatif. C'est la pilule microprogestative, c'est la pilule de l'allaitement. Tout le monde la connaît. Oui. La pilule qu'on prend pendant l'allaitement, c'est la même qu'il y a dans l'implanon. Donc l'efficacité, on ne parle pas de l'efficacité de l'implant, déjà on va parler de son côté pratique, parce que la pilule, on a toujours tendance à l'oublier. C'est pour ça que c'est très efficace, parce qu'il aura un indice de Pearl de 0, presque 0. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas l'oublier, parce que le gros problème de l'efficacité d'une méthode contraceptive, c'est son observance. Le stérilet, après, il a une très bonne méthode, une très bonne efficacité. Pourquoi aussi? Parce qu'il est là. Il est là, vous ne l'oubliez pas. On n'a pas à l'oublier. Vous n'avez pas à l'oublier. Très bien. Je vais juste rappeler le numéro de téléphone. Donc, si vous voulez nous joindre, nous parlons de contraception. Si vous avez une question au professeur, donc vous pouvez nous appeler ou vous allez peut-être nous parler de votre méthode à vous de contraception. Vous nous appelez au 021 23 98 91. Faiza est là pour prendre vos appels. Alors, je continue, alors que le stérilet, il y a de l'échec, il y a des grossesses sur stérilet. Mais quand on les compare par rapport au nombre de grossesses sous pilule œstroprogestative, elles sont beaucoup moindres. Pourquoi? Parce que le plus grand problème de la pilule œstroprogestative, c'est son oubli. C'est son oubli, effectivement, c'est ça. Exactement, parce qu'il faut vraiment la prendre à un moment donné bien précis, quand on a... Et les délais sont différents selon le type de pilule qu'on prenne, une pilule œstroprogestative ou microprogestative pure. Et ce problème d'oubli, c'est ça qui lui diminue son efficacité. Elle, réellement, elle est efficace, mais si on l'oublie, on n'en a pas pris. Et aussi, comme on la prend par voie orale, si on a juste une gastro-entérite ou on a une petite diarrhée ou on a vomi, si donc son effet va partir. Eh bien, c'est comme si on n'avait pas pris. Et c'est ce qui se passe chez les femmes. Elle vous dit non, je ne l'ai pas oublié, je ne l'ai pas oublié. Après, quand on lui pose la question, est-ce que vous n'avez pas fait un épisode diarrhéique le mois dernier? Elle vous dit oui, c'est vrai, j'ai eu. Eh bien, tout simplement, vous avez éliminé votre pilule alors que vous étiez en train de la prendre. Et cette histoire d'observance, c'est ça qui améliore nettement l'efficacité d'une méthode par rapport à une autre. Après, on a parlé des méthodes de longue durée, de la pilule œstroprogestative. Il y a les méthodes naturelles. Dans notre société, c'est une méthode qui est quand même relativement utilisée. C'est ce qu'on appelle les coïts interrompus. Oui. Juste avant d'arriver donc à la contraception naturelle, je voudrais un petit peu qu'on revienne sur le stérilet parce que on a quand même des idées. Moi, à mon époque, donc quand on était jeune, on disait que le stérilet était uniquement, on va dire, mis en place pour des femmes qui ont eu des enfants. Alors que de nos jours, je crois que non. Alors, pourquoi on dit toujours, c'est vrai que ne pas avoir d'enfant du tout, ça reste une contre-indication relative. Ça veut dire que on préfère toujours le mettre chez une femme qui a déjà eu des enfants. C'est juste une question qui est plus pratique parce que son utérus quand même, son col est déjà ouvert. Déjà le placer, c'est beaucoup plus simple que de placer chez une femme qui n'a jamais eu d'enfant. Et aussi, il y a autre chose. Une des complications toujours redoutées dans le stérilet, c'est l'infection. Parce que quand on a une infection et ça monte, on peut avoir une infection génitale haute et ça pourrait donner des petites conséquences et aussi un petit problème pour en avoir. On va revenir à ce stérilet. Nous avons Faiza d'Alger qui veut nous poser une question. Bonjour Faiza. Bonjour. Merci de nous faire part de votre question. Donc voilà, en fait, moi, ce n'est pas une question que je voudrais poser, mais c'est plutôt un témoignage. J'aimerais partager une expérience. Oui. Donc voilà, moi mon contraceptif était plutôt naturel, donc je me fiais au calcul, et ça a marché. Et à un moment donné, je voulais faire des grossesses,
Et j'ai choisi de faire des grossesses consécutives, donc on va dire un enchaînement de grossesses. C'était bien d'avoir des bébés, oui, mais je déconseille en fait. C'est une expérience personnelle, donc c'est au cas par cas bien sûr. Je déconseille pourquoi? Parce que mon corps, j'avais ressenti que j'avais plus en fait de vie pour moi comme femme. J'avais pas le temps de récupérer. J'étais épuisée. Je pense actuellement que je me suis renseignée. Je pense même que j'avais frôlé un burn-out, sinon que je l'avais fait, mais personne ne s'en est rendu compte, hein, moi-même. C'est juste avec le temps que j'avais compris que c'était peut-être un burn-out que j'avais fait. Donc voilà, j'étais vraiment épuisée. J'avais les jambes fléchies, j'avais les genoux qui tremblaient et ça a duré dans le temps. Hein. C'était une fatigue épuisante qui durait pendant plus de 3 ans. Donc voilà, j'étais pas épanouie comme maman en fait, parce que j'avais pas de temps pour les autres enfants et j'avais l'impression de ne pas être une bonne maman, parce que je devais être parfaite et je ressentais que j'avais pas le temps ni la force de le faire. Donc c'est pour ça que je dis qu'un contraceptif, en fait, c'est un projet de famille. Hein. C'est un projet pas uniquement pour la famille, c'est pour le couple. C'est pour l'enfant qui pourra s'épanouir et profiter pleinement de sa maman, de la tendresse de sa maman, et aussi pour l'équilibre de toute une famille. Donc un contraceptif, c'est très important et c'est à prendre en considération. Donc j'encourage toutes les femmes à aller en discuter au moins avec le professionnel de la santé, donc la gynécologue. Voilà. Très bien, merci beaucoup Faiza pour votre témoignage. Donc ça marche, la contraception naturelle? Alors la contraception naturelle, ça marche, mais elle a un indice de Pearl qui est très élevé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire le risque d'échec est très élevé. C'est ce qu'on appelle, parfois elle vous dit, voilà, moi j'étais très bien et j'ai fait cette grossesse par accident. C'est un mot qui revenait assez souvent. C'est un mot qui revient assez souvent. Mais pourquoi? Parce que pour que la contraception naturelle marche, il faudrait que la femme ait un cycle parfait. Puisqu'il faut avoir un cycle parfait de 28 jours où elle va bien calculer la période ovulatoire, parce qu'il ne faut pas faire de rapport fécondant 4 jours avant l'ovulation et 3 jours après. L'ovulation. Mais il faudrait que le cycle soit parfait et que l'ovulation ait un moment précis qui se renouvelle chaque mois à la même date. Mais avec l'âge, eh bien, ça ne marche pas, parce qu'avec l'âge, on commence à avoir des cycles qui commencent à devenir un peu plus irréguliers, un peu plus précoces, c'est-à-dire ça se raccourcit. C'est-à-dire on n'ovule plus au 14e jour, on va ovuler au 12e, voire au 11e jour. Mais si on avait calculé, on ne fait pas de rapport à partir du 10e jour, eh bien non, vous êtes juste là à la veille de votre ovulation, elle tombe enceinte. Et donc il y a un risque. Il y a un risque vraiment très important. Et aussi, le cycle, il se modifie avec l'état psychologique de la personne. Si par exemple une personne est extrêmement stressée, eh ben, elle aura un cycle qui va être beaucoup plus long et son ovulation, elle va pas être parfaite. Ça veut dire que le risque d'échec avec la méthode naturelle est quand même relativement important. C'est bon que si ça vient, c'est pas grave. D'accord, exactement. Donc, en même temps aussi, peut-être pour un jeune couple, on va dire qui a la vingtaine, la trentaine, ça ne sera pas la même, on va dire le même schéma pour, par exemple, un couple qui a une femme qui a 40 ans et plus. Exactement, une femme qui a 40 ans et plus, surtout que la femme qui a 40 ans et plus, là où ça commence, les maladies cardiovasculaires, la tension, l'HTA, c'est autre chose, c'est une contraception particulière, parce que la contraception, on a la contraception de la jeune dame et on a la contraception au-delà de 40 ans qui est totalement différente. Avant 40 ans, avant 35 ans, donner de la pilule œstroprogestative, si on n'a pas de contre-indication, essentiellement de l'HTA, du diabète, du surpoids, le tabac aussi, si on n'a pas les maladies hépatiques, les maladies rénales et surtout les maladies cardiovasculaires, ça peut se faire. Parce que à moins de 35 ans, on est encore jeune, nos artères sont encore un peu, elles peuvent supporter. Mais au-delà de 40 ans, non, la pilule, elle va être révélatrice. Elle va comment dire, précipiter l'apparition des maladies cardiovasculaires, notamment le diabète. Et ça, c'est très important, surtout que dans notre population actuellement, on a une augmentation du diabète qui est très très importante. Oui, un âge très jeune, qui est en rapport avec le surpoids. Et quand on a un surpoids, on a de l'insulinorésistance, ça veut dire qu'on est prédisposé à faire du diabète. Et dès qu'on va prendre la pilule, eh ben, le diabète va se déclarer.
Donc, est-ce qu'il y a des effets secondaires à la pilule? On parle très souvent des effets secondaires. Alors, les effets secondaires de la pilule les plus importants, c'est essentiellement, on a les petits bobos tels que les nausées, un petit peu les douleurs au niveau des tensions mammaires et tout, mais surtout, c'est les perturbations du bilan lipidique, ça veut dire tout ce qui est cholestérol et tout, et surtout aussi l'apparition de l'HTA et l'apparition du diabète. C'est pour ça que quand on prend la pilule, après 3 à 6 mois de prise, il faut faire un bilan glucidique et lipidique et aller consulter pour voir est-ce que cette pilule n'a pas un petit peu déstabilisé le tout pour faire apparaître ces complications. Et c'est là où on adapte la pilule d'après le patient? Il y a plusieurs pilules qu'il faut qu'on peut adapter? Oui, les pilules, il y a essentiellement, c'est les pilules œstroprogestatives. Maintenant, les pilules qu'on a, c'est ce qu'on appelle 20 gamma ou 30 gamma, c'est selon la concentration de l'œstrogène qu'il y a. Mais l'adaptation en réalité de la pilule, ça va être selon le profil du saignement que la malade va avoir pendant la prise de pilule. Quand la femme, par exemple, elle aura des règles très minimes, on va lui changer de pilule. Quand elle va saigner en dehors des règles, on va lui changer de pilule. Mais celle qui a une contre-indication à la pilule, ne pourra pas la prendre. Quel que soit le type de pilule, elle ne va pas la prendre. Et je reviens encore sur ça, c'est essentiellement les femmes en surpoids, celles qui ont de la tension et celles qui ont fait de la tension pendant la grossesse. Ça, c'est très important. C'est fortement déconseillé. Ah oui, c'est fortement déconseillé. Et celle qui a fait un diabète, même pendant la grossesse, c'est fortement... Elle est prédisposée à en faire. Oui. Elle est prédisposée. La grossesse, c'est un révélateur, en fait? C'est un révélateur parce que pendant la grossesse, on a énormément d'hormones. On a beaucoup plus d'œstrogène et de progestérone. Et qu'est-ce qu'il y a dans la pilule? Il y a beaucoup d'œstrogène et de progestérone. Ça veut dire que si pendant la grossesse, la femme, elle a fait une pathologie hépatique, elle a fait de la tension, elle a fait du diabète, ça veut dire que si on lui donne de la pilule, on va la remettre dans un climat hormonal qui ressemble à celui de la grossesse. On ne peut pas lui donner. Donc vers là, on se dirigera, si on a ce genre de problème, on se dirigera vers le stérilet? En réalité, on devrait se diriger en premier vers le stérilet. D'accord. Si maintenant la femme ne veut pas mettre un stérilet, on va lui proposer la pilule. Mais en vérité, qu'est-ce qu'on fait? On va proposer à la femme différentes méthodes contraceptives. Et chaque méthode, qu'est-ce qu'elle a comme avantage et comme inconvénient? Et on va la laisser choisir. Parce que la méthode contraceptive, c'est le choix de la femme. On ne peut pas le lui imposer. Il y a des femmes qui vous disent, moi, je ne supporte pas le stérilet. Parce que je l'aime d'avoir pas. un corps étranger. Exactement. Voilà, d'avoir un corps étranger, c'est assez... Voilà, il y en a beaucoup qui n'aiment pas ça. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait? On essaye de leur donner les avantages du stérilet. Quand même, quand on met un stérilet, on n'a pas d'hormones dans le corps. Absolument. Ça veut dire que quand on prend de la pilule, quand même, on donne des hormones tous les jours qu'elle va prendre pour son foie, pour tout le métabolisme glucido-lipidique, c'est quand même beaucoup. Hein. Et il y a des femmes qui prennent de la pilule pendant 20 ans. Hein. Absolument. C'est quand même énorme tout ça. Et alors que quand on met un stérilet, on n'a pas de produit hormonal à l'intérieur. Juste, c'est vrai qu'on peut le ressentir comme un corps étranger, mais la majorité des femmes pensent que c'est comme ça. En fait, c'est une idée reçue, c'est un petit peu une idée reçue qu'on a gardée. Essentiellement, c'est une idée reçue. D'accord. Nous avons Rima d'Alger. Rima, bonjour. Bonjour, madame. Bonjour, Rima. Ça va, vous allez bien? Ça va, je vous remercie. Merci de votre appel. Alors, j'ai 34 ans. Je suis mariée, maman de 2 enfants. Et l'aîné, elle a 8 ans et le petit, il a 4 ans. Alors, ma question est, j'ai subi 2 interventions chirurgicales. J'avais une hypertrophie endométriale. Je me suis fait opérer 2 fois, en fait. J'ai fait une hystéroscopie. Et ma question est, quel type de contraception me convient? Parce que j'ai vu quelques médecins, il y en a ceux qui disent il n'y a aucun contraceptif qui marche pour vous. Il y en a celles qui me disent il faut faire des calculs. Donc là, je suis un peu perdue. Voilà. Très bien. Très bien, merci Rima. Donc à 34 ans, on va dire qu'elle est un petit peu à la recherche d'un contraceptif qui lui conviendrait, puisqu'elle a subi deux interventions.
Alors, ce que j'ai bien compris, elle a fait 2 interventions pour hypertrophie de l'endomètre, c'est ça. Alors, le meilleur contraceptif chez elle, ça sera un stérilet avec progestérone, parce que les stérilets, il y a 2 types. Il y a des stérilets, ce qu'on appelle inertes, ça veut dire qu'il n'y a aucun hormone à l'intérieur. C'est le premier qu'on donne. Et il y a le deuxième, c'est un stérilet avec un progestatif à l'intérieur, qu'on appelle, c'est un stérilet olévonorgestrel. Et ce stérilet-là, olévonorgestrel, est indiqué quand soit on a un saignement important pendant les règles quand on a un stérilet, soit quand on a comme ça des pathologies endométriales, parce que il va faire effet contraceptif, il va traiter en parallèle l'hypertrophie de l'endomètre. Ça va être une double action. Très bien. Donc voilà, vous avez votre réponse. On va parler aussi donc d'une autre méthode. Est-ce que c'est vrai, on a toujours cette idée, on disait que quand on allaite, quand la maman vient d'avoir un petit et qu'elle est en train d'allaiter, donc il n'y a pas lieu de prendre de contraceptif parce que tout simplement parce qu'elle allaite, logiquement, elle ne sera pas enceinte. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Alors, c'est pas totalement vrai, c'est pas totalement faux. Alors, ça ne peut être efficace que les 6 premiers mois, quand elle donne minimum 6 tétés par jour, nuit et jour. D'accord. Il faut vraiment qu'elle ait ces 6 tétés. C'est pas, elle lui donne une fois, après la nuit, par exemple la journée, elle va remplir un biberon de lait maternel, et la nuit, elle va pas donner, pour lui donner juste le biberon avant, mais elle ne donne pas la tétée elle-même. Non, il faudrait qu'elle donne nuit et jour, 6 tétées minimum par 24 heures, pour que ça soit un effet contraceptif. Mais sinon, c'est pour ça que la majorité des femmes, dès que l'enfant commence à manger, elles tombent enceintes. Parce que tout simplement, comme il commence à manger, il ne t'aide pas autant, parce que c'est une la succion et la sécrétion comme ça permanente de lait, elle va entraîner l'augmentation d'une hormone qui est la prolactine, qui va elle-même va inhiber le mécanisme de l'ovulation. Mais cette sécrétion hormonale de prolactine, elle doit être permanente durant la journée. Donc même après le retour de couche, hein? Même après le retour de couche. Parce que généralement, une femme, elle va reprendre son ovulation à la 4e semaine à peu près après l'accouchement. D'ailleurs, je rebondis sur ça. Une femme qui allaite ne doit pas prendre de pilule les 6 premiers mois. C'est très très important. Et même une femme qui n'allaite pas, elle doit pas commencer la pilule œstroprogestative. Hein. La pilule d'allaitement, c'est une pilule d'allaitement. Ça veut dire elle est destinée pour ça. Mais l'œstroprogestative, elle doit pas la commencer minimum 1 mois après l'accouchement, parce que le risque de phlébite, là, les caillots dans les vaisseaux sanguins, il est très très important, parce que le gros problème de la pilule, c'est celui-là aussi. C'est qu'elle peut donner des caillots dans les vaisseaux. D'accord. Donc, on arrive à la fin de notre émission. On va un petit peu résumer le tout. C'est que le choix d'un contraceptif, c'est pas, on va dire, c'est proposé par le médecin spécialiste. Et après, le choix revient toujours à la fin à la patiente. Oui, exactement. Le choix revient toujours à la femme. Mais les femmes devraient vraiment démystifier le stérilet et l'implant, parce que c'est quand même des méthodes de longue durée qui vont leur enlever toute cette angoisse autour de la prise. J'ai oublié, j'ai pas oublié, et ça leur donnera une méthode très sûre de contraception. Je veux juste parler de l'utérus cicatriciel quand on a une césarienne. C'est très très important de choisir une méthode efficace à 100%. Pourquoi? Parce que si on tombe enceinte avant les 8 mois après la césarienne, on est obligé de faire une césarienne la 2e fois. Et avoir beaucoup de césariennes, être multicicatricielle, c'est pas une très bonne chose, parce que ça prédispose à des complications hémorragiques très importantes, avec un risque même de décès maternel. Ça veut dire que c'est pas rien du tout faire beaucoup de césariennes. Beaucoup de césariennes. C'est pas rien. D'accord. Une césarienne, oui, c'est bien parce qu'on a pas mal juste pour l'instant. Absolument. Mais après, ça donne quand même beaucoup de complications. Et
espacer les naissances. Très bien. Surtout quand on a un utérus cicatriciel est obligatoire. Voilà, donc espacer les naissances, comme nous l'a dit aussi donc notre téléspectatrice qui nous a appelé. Donc ça fait aussi profiter la maman et l'enfant donc de ce lien qui se tisse, et en même temps choisir son bon contraceptif et voilà, donc essayer, on va dire, de se donner ce choix, et surtout le meilleur choix qui nous convient. Très bien. Alors juste pour finir, on n'a pas parlé du préservatif. Il faut juste garder en tête que le préservatif n'est pas du tout sûr comme méthode de contraception. Très bien. Merci beaucoup, professeur. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci de vos appels. Merci de votre attention. Je vous dis, restez toujours sur les programmes de Canal. Quant à moi, je vous donne rendez-vous lundi prochain, Inch'Allah. Merci, au revoir.